Je m'appelle Orion Slat, et voici l'histoire que je n'aurais jamais cru devoir raconter à voix haute. Mais avant de la partager avec vous, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Laissez juste un « salut » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous venez. Les murs de verre du hall d'oncologie reflétaient les montagnes rocheuses au loin, froides et tranchantes contre un ciel qui semblait trop clair pour ce qui allait se passer. L'horloge au-dessus du bureau d'accueil est passée à 10h42. Je me souviens de leur parce que j'ai décidé que c'était le moment où j'arrêterais de réagir selon leurs termes. L'air était rare, mécanique, le bourdonnement d'une imprimante, le bip des cartes d'identité, le lent roulement d'une roue de brancard contre le carrelage. Et puis est venu le bruit du papier qui se déchire, plus fort que n'importe quelle machine. Ma mère, Camilla, dans son blazer bleu marine, tenait mes dossiers médicaux en l'air comme un scénario qu'elle avait mémorisé pour cette scène précise. Elle a déchiré le dossier en deux et a hurlé « Tu laisses ta sœur mourir ». Sa voix a porté dans tout le hall, atteignant chaque spectateur. L'infirmière qui faisait semblant d'organiser des formulaires. La mère qui serrait plus fort son enfant. Le garde qui tournait la tête mais ne bougeait pas. Mon père Bennett est entré dans son ombre. Sa voix calme comme de l'acier. Tu es une erreur égoïste. Pas de ton plus élevé, pas de flambée de colère, juste un fait énoncé comme un verdict. Je me tenais au centre de tout cela, ma veste noire zippée jusqu'au cou, les bras serrés autour de ce qui restait de mes papiers. Je n'ai pas crié en retour. Je me suis accroupi à la place, ramassant les lambeaux qu'ils avaient éparpillés sur le sol poli. Des codes de titre, des lignes à moitié lisibles, des preuves plus précieuses que n'importe quelle protestation. Camilla a soudainement baissé le ton, se penchant plus près pour que la foule puisse penser qu'elle plaidait. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois aussi froid, a-t-elle chuchoté. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai dit d'une voix stable, tu ne m'as donné que ce que tu pensais que je te devais. Son clignement d'yeux fut la première fissure dans sa performance. Bennett s'est approché, un mur de présence sans me toucher. Une erreur égoïste, a-t-il répété, et j'ai reculé d'un demi-pas. Pas une retraite, juste une limite. Autour de nous, l'air s'est épaissi, des étrangers attendant que je craque ou que je supplie. Au lieu de cela, je leur ai tourné le dos, j'ai marché directement vers le poste des infirmières et j'ai demandé un exemplaire imprimé du règlement des visiteurs. Ma voix n'a pas tremblé. Et la procédure pour demander un défenseur des droits des patients, s'il vous plaît. Les yeux de l'infirmière se sont agrandis une seconde. Puis elle a fait glisser les formulaires sur le bureau. La trace écrite avait commencé. À travers la vitre de la chambre 311, Vespé observait depuis son lit. La chimio avait adouci son visage, mais son regard était aussi perçant que jamais. Elle n'a pas articulé de mots, pas besoin. Le léger retroussi de ses lèvres en disait assez. Je suis toujours le centre. Tu es toujours en orbite. Ma poitrine s'est serrée, non pas de pitié, mais de reconnaissance. Il ne s'agissait jamais de lui sauver la vie. Il s'agissait de prouver qu'il possédait encore la mienne. Au moment où j'ai rangé la feuille de règlement dans mon dossier, mon cœur s'était calmé. Camilla retournait déjà à son silence de martyr. Bennett se repliait dans sa propre ombre. Il voulait une scène. Je leur ai donné de la documentation. Et quand j'ai marché vers le couloir latéral, les papiers sous le bras, je savais ce que 10h42 signifiait. Pas une reddition, pas un silence. C'était le moment où j'ai transformé leur scène en mon dossier. De retour à Boulder, mon studio loué sentait légèrement le marc de café et l'encre d'imprimante. Les flatirons se profilaient derrière la fenêtre, des angles vifs contre un ciel qui s'assombrissait. J'ai posé mon ordinateur portable sur le bureau en bois, allumé la lampe en laiton et ouvert la boîte de réception que j'évitais depuis des mois. C'était là. Correspondance nationale de donneurs confidentiels. 19 octobre, test effectué. 24 octobre, résultat reçu. Des lettres en gras sur le PDF. Non compatible. J'avais fait le test avant que quiconque ne me le demande, espérant que le résultat pourrait clore la question avant que la culpabilité ne soit utilisée comme une arme. J'ai immédiatement transféré l'email. Au docteur Rowan, à mon avocate, Laura Lee, et en copie à moi-même. Objet, reconfirmation de non-compatibilité pour information. Mon curseur a hésité avant de cliquer sur envoyer, mais ma main était stable. J'ai ouvert l'application de notes, tapé une chronologie. 19 octobre, test. 24 octobre, résultat. Registre national contacté. Contact d'urgence, Camilla Slat.
J'ai écrit chaque étape comme si je la gravais dans la pierre. S'ils prétendaient un jour que j'avais refusé, les dates parleraient plus fort que leurs accusations. Un nouvel email est arrivé. Expéditeur, Olivia Reyes, un nom que je n'avais pas vu depuis 13 ans. Elle avait quitté la ville l'été avant la terminale. La seule personne qui ait jamais regardé ce qui se passait dans notre maison et n'ait pas détourné le regard. Son message était court. J'ai gardé ça, j'ai pensé que ça pourrait compter. 3 pièces jointes se sont chargées. La première, une page de son cahier ligné, écrite d'une écriture d'adolescente tremblante. Sydney après les escaliers. Sauf que maintenant c'était moi, Orion, et sa description de ce jour-là. Le bruit sourd, le cri, la façon dont Vespé a souri en appelant maman. La deuxième, une photo Polaroid, délavée mais claire, un bleu sur les côtes, daté du 5 juin 2009. La troisième, un mot plié, mon écriture d'il y a des années. S'il se passe encore quelque chose et que je ne suis pas à l'école, peux-tu le dire à Madame Braxton, s'il te plaît? J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vue se brouille. Pas des larmes, juste le poids d'être vu après des années d'effacement. Il m'avait dépeint comme dramatique, fragile, un menteur. Et voilà les preuves, des images, de l'encre, des témoins. J'ai ouvert les mémos vocaux, appuyé sur enregistrer, le téléphone en équilibre sur mon genou. Ma voix semblait étrangère au début. Il disait que j'étais dramatique, que je mentais. Mais la vérité, c'est que je suis resté silencieux trop longtemps. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce sont juste des bleus qui s'estompent alors que les mensonges restent. J'ai arrêté, sauvegardé le fichier sous le nom de « brouillon de déclaration 1 » et je suis resté assis dans la faible lueur de la lampe. Les notifications s'accumulaient sur mon téléphone, le numéro de Camilla s'allumant encore et encore. Je ne les ai pas ouvertes. Au lieu de cela, j'ai rédigé un autre email, en joignant la chronologie et les fichiers. S'ils prétendent que j'ai refusé, ai-je tapé, voir si juin, testé le 19 octobre, notifié le 24 octobre, jamais compatible. Ils savaient, ils ont menti. J'ai cliqué sur enregistrer, pas sur envoyer. Pour l'instant, la documentation suffisait. Dans le calme de cet appartement, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus besoin de leur approbation, de leur public ou de leur pardon. J'avais du papier, des dates, des voix, des photographies. Et dans un monde qui ne croyait que ce qui pouvait être classé, tamponné et notarié, j'avais enfin quelque chose qu'ils ne pouvaient pas effacer par une performance. Des preuves. Le bureau du docteur Rowan sentait légèrement le désinfectant et le tonneur de papier. 2 moniteurs brillaient contre le mur pâle, une imprimante bourdonnant dans le coin. Il a tourné l'écran vers moi. Les journaux du registre sont apparus en rangée nette. Le genre de données froides que personne ne pouvait déformer. Surligné en jaune, destinataire il y a 6 mois, Camilla Slat. Le système l'avait enregistré. Ma mère avait reçu les résultats de compatibilité des donneurs bien avant aujourd'hui. Elle savait depuis le début que je n'étais pas compatible. Mon estomac est resté calme même si mon pouce accélérait. Il a cliqué à nouveau et a affiché un autre fichier. Une procuration médicale scannée datée d'il y a 4 semaines. Mon nom tapé proprement en en-tête. Ma signature est allée en bas, sauf que ce n'était pas la mienne. Le haut d'Orion était trop fermé. Le S de Slat penchait à gauche au lieu de droite. C'était un faux assez grossier pour sauter aux yeux de quiconque le comparait avec la signature sur mes formulaires d'admission. J'ai besoin de ça en version imprimée, j'ai dit. Ma voix ne s'est pas élevée. Tamponné, signé par la personne qui gère l'authentification, avec un horodatage et l'identité de la personne qui l'a soumise. Rowan a hoché la tête, a tapé quelques touches, et l'imprimante a craché les pages une par une. Il les a glissées dans un dossier manille et me l'a tendu. Le sceau de l'hôpital était pressé dans le coin comme une marque au fer rouge. Dans le couloir, la lumière fluorescente baignait les sols en carrelage. Des infirmières passaient avec des clipboards et des potences à perfusion. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai rédigé un email. Résultats de tests non divulgués et procuration falsifiée, examen immédiat demandé. Pièce jointe, journal du registre, copie tamponnée de la procuration, comparaison de mon identité. Destinataire, conseil d'éthique, service juridique de l'hôpital, en copie à l'Oralie. En quelques secondes, la réponse automatique est arrivée dans ma boîte de réception. Votre soumission a été reçue. Documentation sécurisée.
Je n'avais même pas rangé le téléphone que Camilla et Bennett sont apparus au bout du couloir. Camilla portait un clipboard empilé de formulaires, son expression tendue de fureur et de théâtralité. Elle l'a poussé vers moi. Signe ça. Fais ce qu'il faut. Bennett se tenait juste derrière elle, les épaules carrées comme de la pierre. J'ai baissé la voix, me tournant vers lui. Touche-moi encore et j'appelle la sécurité. Je déposerai un rapport écrit sur cet incident. Ses yeux ont vacillé, mais il n'a pas bougé. La main de Camilla tremblait alors qu'elle pressait le clipboard plus près. Une infirmière qui passait a ralenti, les yeux sur moi. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas, a-t-elle dit doucement. Même s'il crie. Cette phrase a eu plus de poids que n'importe quel cri. J'ai reculé, le dossier fermement sous mon bras, et je suis parti sans rien signer. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de Camilla s'élever, le grondement sourd de Bennett essayant de la contenir. Mais le couloir a avalé leur performance. Et ce que j'emportais avec moi n'était pas seulement du papier. C'était la preuve qu'ils étaient passés de la manipulation à la fraude. En passant devant l'aile des médias en sortant, j'ai aperçu le personnel en train d'installer une bannière sur le podium. Cérémonie de gratitude communautaire. Des caméras étaient testées, des chaises alignées en rangée, des bénévoles plaçant des bouteilles d'eau sous chaque siège. Je me suis arrêté assez longtemps pour observer. Ils ne se préparaient pas à me remercier. Ils se préparaient à m'effacer. L'auditorium de Colorado Springs brillait sous une lumière blanche d'hôpital. Des rangées de sièges remplis de personnel en blouses impeccables, de bénévoles, de familles. À l'avant, un podium se dressait sous une bannière. Cérémonie de gratitude communautaire. Sur le mur latéral, un écran géant projetait Vespé dans son lit à l'étage. Les cheveux clairsemés, une canule à oxygène sous le nez, son expression arrangée en une grâce fragile. Je me tenais contre le mur près de la sortie, le dossier serré contre moi, regardant Camilla monter sur scène. Elle portait à nouveau du bleu marine, sa voix imprégnée d'une douceur qui rendait l'air poisseux. Nous sommes profondément reconnaissants au donateur anonyme qui a sauvé notre fille, a-t-elle dit, s'interrompant comme pour retenir des larmes qui n'étaient pas là. Anonyme ? Ce mot était plus tranchant que n'importe quelle insulte. Bennett s'est avancé ensuite, le dos droit et solennel. La vraie force se montre dans le silence. Les familles guérissent non pas en pointant du doigt, mais en se tenant les uns les autres. Son ton était répété avec la même cadence qu'il avait utilisée en me disant que j'étais une erreur. Maintenant, c'était un sermon pour un public prêt à applaudir. L'écran est passé à un gros plan de Vespé. Elle a souri faiblement, l'image d'une sainte souffrante. Pour n'importe qui d'autre, c'était inspirant. Pour moi, c'était la possession écrite sur son visage. Elle n'avait pas besoin de parler. Ses yeux me disaient la même chose qu'il m'avait toujours dite. Je suis toujours le centre. Tu es toujours en orbite. J'ai sorti mon téléphone, le pouce planant au-dessus du bouton d'enregistrement. S'ils voulaient m'enterrer, je documenterais leur pelle. J'ai levé la caméra vers la scène. À cet instant, Camilla est descendue du podium, ses yeux se fixant sur les miens. Sa main a jailli plus vite que je n'ai pu me préparer et a frappé le téléphone de ma main. Il a heurté le sol poli, l'écran se fissurant avec un bruit qui a fait taire la moitié de la salle. Des halètements ont parcouru l'assemblée. Un bénévole s'est figé en plein mouvement. Un garde s'est avancé. Je me suis accroupi lentement, j'ai ramassé l'appareil cassé, les morceaux de verre mordant ma paume. Je me suis redressé, les tendus vers le garde. Veuillez consigner ceci comme une preuve, j'ai dit. Ma voix était claire, même et stable. C'est une destruction de propriété personnelle devant témoin. Il a hésité, puis a hoché la tête, sortant un petit carnet. La poitrine de Camilla se soulevait, mais son masque glissait. Le public qui avait applaudi ses discours la fixait maintenant, les yeux écarquillés, ne sachant plus où le scénario avait déraillé. J'ai rangé le téléphone endommagé dans ma veste. Les fichiers avaient déjà été téléchargés sur le cloud dès que l'enregistrement avait commencé. Aucune quantité de verre brisé ne pouvait effacer cela. Alors que la cérémonie reprenait tant bien que mal, je me suis dirigé vers la sortie. Les applaudissements ont repris, forcés et faibles, mais ils ne m'atteignaient plus. Dans ma tête, une seule phrase se répétait, nette et régulière comme mes pas. Ils pensent que le micro leur appartient. Mais c'est moi qui vais le tenir. La salle de consultation sentait légèrement le nettoyant au citron,
un espace censé être sûr, mais incapable de contenir ce qui était sur le point d'exploser. Une seule lampe brillait au-dessus de la table en bois. Le docteur Rowan était assis en face de moi, deux moniteurs inclinés sur le côté. Camilla et Bennett occupaient les chaises les plus proches de lui, les épaules carrées comme s'ils se préparaient à des applaudissements. Sur l'écran à sa droite, Vespé est apparu lors d'un appel sécurisé depuis son lit à l'étage, son visage encadré par le mur bleu pâle de la chambre 31. Rowan a ouvert le dossier, son ton stable. Nous avons tout revérifié 2 fois. Vous n'êtes pas biologiquement apparentés. 6 mots. Ils sont tombés comme un marteau de juge frappant le bois. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri. Le visage de Camilla a perdu toute couleur, sa main agrippant la coudoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Puis elle s'est effondrée sur sa chaise, les pieds en métal raclant le carrelage dans un crissement qui m'a fait grimacer. La mâchoire de Bennett s'est crispée. Il n'a pas parlé. Ses yeux sont devenus plats comme des volets tirés contre la lumière. J'ai senti le tremblement monter dans ma main, mais je l'ai plaqué contre le dossier devant moi. Ils attendaient que je pleure, que je m'effondre, pour prouver leur récit. Au lieu de cela, je me suis penché en avant. Imprimez le rapport complet. Tamponnez-le. Signez-le. Je prendrai les originaux. Rowan a hoché la tête et a commencé à cliquer, l'imprimante dans le coin se réveillant avec un grognement. Sur le moniteur, Vespé n'a pas scié. Ses lèvres se sont courbées en un très léger sourire, presque imperceptible à moins d'avoir passé sa vie à lire ses micro-expressions. Ce n'était pas de la surprise. C'était de la confirmation. Elle avait su. Elle avait toujours su. Le dossier a glissé vers moi sur la table, chaud de l'encre fraîche, embossé du sceau de l'hôpital. J'ai posé ma main dessus comme un serment. À l'intérieur se trouvaient des copies des résultats génétiques, des tableaux de comparaison et la confirmation du registre montrant que Camilla avait été le contact désigné. Tout était là, la preuve non seulement de ma non-compatibilité, mais des années où ils avaient menti pour me garder en place comme un organe de réserve, pas un fils. La respiration de Camilla s'est accélérée. Des halètements superficiels tirés à travers des dents serrées. Bennett a posé une main sur son épaule, mais n'a toujours rien dit. Je les ai observés d'un air calme, refusant d'être entraînés dans leur théâtre d'effondrement. Je n'étais pas leur erreur. J'étais leur police d'assurance, et la police venait d'expirer. Quand je me suis levé de la chaise, le dossier à la main, mes jambes portaient plus de poids que je ne l'imaginais. Dehors, dans le couloir, le bourdonnement de la vie hospitalière a repris, le crissement des baskets sur le carrelage, le bruit des chariots. Mais sous tout cela, je pouvais entendre le faible murmure des journalistes en bas dans l'auditorium, leurs caméras bourdonnant encore de la cérémonie. J'ai resserré ma prise sur le dossier et j'ai chuchoté pour moi-même, pas pour eux, pas pour Rowan, pas pour Vespé, mais pour moi. Il est temps que je prenne le micro. Les lumières de l'auditorium brillaient encore lorsque je suis entré dans le couloir latéral qui menait à la scène. La bannière de la performance du matin pendait de travers maintenant. Cérémonie de gratitude communautaire, son tissu attrapant l'éblouissement des projecteurs. Les journalistes s'attardaient en groupe, brassant des papiers, ajustant les caméras, attendant la prochaine citation. Je me suis avancé, le dossier sous le bras, ma voix projetée avant que quiconque ne puisse me réorienter. Je n'ai besoin que de quelques minutes. La salle s'est calmée, les têtes se sont tournées, le projecteur a suivi. Le podium était toujours actif, le microphone clignotant en rouge. J'ai monté les marches, chaque écho de mes chaussures ricochant sur les murs. J'ai posé le dossier sur le pupitre et j'ai sorti le premier document. Ceci, j'ai dit, tenant la page tamponnée bien haut, est le résultat du test de donneur d'octobre. Il est dit clairement, non compatible. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Les obturateurs des appareils photo ont cliqueté. J'ai posé la deuxième feuille à plat sur le podium. Ceci est le journal du registre. Il montre qui a reçu ces résultats. Camilla Slatt, il y a 6 mois. Elle savait. Les mots avaient un goût d'acier. Le troisième papier ne tremblait que légèrement entre mes doigts. Ceci est une procuration déposée il y a 4 semaines, portant mon nom, mais pas ma signature. L'écriture ne correspond pas. C'est un faux. Des hoquets de surprise ont éclaté, le son enflant dans la pièce comme de l'eau brisant un barrage. J'ai pris une inspiration, fixant la caméra la plus proche. Je n'ai pas refusé de donner. Je n'ai jamais été éligible.
Ils le savaient et ils ont menti. Flash après flash illuminait la scène. Les journalistes qui avaient souri à Camilla plus tôt se penchaient maintenant en avant. Les stylos grattaient, les objectifs fixés sur moi. Je pouvais sentir l'air changer, le récit basculer en temps réel. Du coin de l'œil, l'écran est revenu sur le direct de Vespé. Elle était allongée dans son lit, son sourire mince, mais présent. Pas de panique, pas de honte. Juste ce même regard de possession, comme si même ce dénouement appartenait à son histoire. Je n'ai pas attendu les applaudissements. Je n'ai pas attendu les cris. J'ai fermé le dossier, l'ai glissé sous mon bras et j'ai quitté la scène. Le chemin s'est dégagé pour moi sans un mot, un courant me tirant vers la sortie. Derrière moi, des voix s'élevaient, des questions, des accusations, des exigences. Mais j'ai continué d'avancer. Mon pouls battait la chamade, mais pas de peur. C'était un rythme. C'était le battement de quelque chose d'inévitable. Alors que les lourdes portes de l'auditorium se refermaient derrière moi, je savais que la riposte était déjà en train de se préparer. Camilla trouverait son angle, Bennett son silence, Vespé son masque. Mais pour la première fois, l'histoire n'était plus sous leur contrôle. Le micro avait été à moi, et les caméras l'avaient vu. La nuit à Boulder s'était tirée, longue et fine, l'air vif à travers la fenêtre ouverte de mon studio. Les flatirons se profilaient à l'extérieur comme des dents noires contre le ciel sombre. Sur la table en bois, sous le cône jaune d'une lampe de bureau, chaque page que j'avais transportée, chaque document tamponné, chaque photographie et chaque journal s'étalait en ordre soigné. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Ligne par ligne, j'ai rédigé une déclaration sous serment, non pas juste une déclaration, mais une carte de tout ce qu'ils avaient essayé d'enterrer. 19 octobre, prise de sang. 24 octobre, résultat livré. Non compatible. Journal du registre, destinataire Camilla Slat. Il y a 4 semaines, procuration falsifiée à mon nom. Février, dossiers médicaux déchirés dans un hall public. Mars, les 6 mots dans le bureau de Rowan. Vous n'êtes pas biologiquement apparenté. Chaque fait saisi, chaque date un clou dans le cadre de la vérité. J'ai joint les preuves, copie tamponnée, la sauvegarde cloud de l'enregistrement du téléphone brisé, le rapport d'incident du gardien de sécurité et ma comparaison signée de la fausse signature. Mon curseur a plané sur la ligne d'adresse, conseil d'éthique, service juridique de l'hôpital, l'Oralie. Puis j'ai cliqué sur envoyer. La réponse automatique est revenue presque instantanément. Soumission reçue. J'ai imprimé une copie papier, l'ai glissée dans une pochette transparente et j'ai signé en bas à l'encre épaisse. Orion Slat. Pas d'initiale du deuxième prénom, pas de qualificatif. Juste le nom que j'avais porté et celui que j'avais l'intention de garder. La déclaration sous serment reposait là comme un drapeau planté, non pas pour eux, mais pour moi. Il était près de 3 heures du matin quand je me suis enfin adossé, fixant par la fenêtre les points de lumière de la ville dispersés sur les contreforts. Mon silence avait autrefois été une cage, un moyen de survivre aux accusations constantes. Ce soir, c'était tout autre chose. Le silence était un levier. Le silence était un pouvoir. Chaque document que j'avais envoyé allait passer par des systèmes qui ne pouvaient être influencés par la voix de Camilla ou le regard de Bennett. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de me préparer à les affronter. J'avais l'impression d'avancer avant eux. Au lever du soleil, l'histoire n'appartiendrait plus à notre maison, à notre sang ou à notre deuil. Elle appartiendrait au dossier. Demain, le combat ne serait plus privé. Il se déroulerait au grand jour. Le jardin de l'hôpital était presque vide en fin d'après-midi. Le vent balayait les bouleaux, dispersant des feuilles pâles sur le chemin de pierre. J'ai aperçu Vespé sur un banc près du centre, enveloppé dans un sweat à capuche gris, sa perfusion traînant jusqu'à une pompe portable à ses côtés. Ses yeux m'ont suivi avant sa bouche, comme si elle s'y attendait. Je me suis arrêté à quelques mètres. Je ne me suis pas assis. Mon ombre s'étirait sur le gravier vers ses chaussures. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis elle l'a brisé. Ils ne t'ont pas gardé par amour, a-t-elle dit sèchement. Ils t'ont gardé parce qu'un jour ils pourraient avoir besoin de toi. Je pensais que tu l'avais toujours su. Les mots ont fendu l'air comme une vitre. J'ai senti ma mâchoire se bloquer avant de pouvoir répondre. Je ne le savais pas, j'ai dit. Ma voix était basse mais stable. Mais je le sentais tous les jours.
Ses yeux se sont levés vers moi, cherchant, mais sans culpabilité. « Je ne demande pas pardon, » a-t-elle dit. « Bien, » ai-je répondu. Parce que je ne l'offre pas, le vent a coupé entre nous, assez vif pour me piquer les oreilles. J'ai déplacé le dossier dans mon bras, lourd de documents. Je ne veux pas de vengeance, Vespé. Je ne veux pas d'excuses. Je veux juste sortir. Je veux arrêter de tourner en orbite autour de toi. Pour une fois, elle n'a pas souri. Elle a détourné le regard vers les feuilles de boulot qui claquaient contre le mur de l'hôpital. Je me suis retourné avant que le silence ne se durcisse en une autre forme de contrôle. Mes pas crissaient sur le gravier alors que je sortais du jardin. Je ne me suis pas retourné. À l'intérieur, les couloirs étaient calmes, l'équipe du soir se déplaçant comme des ombres derrière les vitres. J'ai rejoué ces mots dans ma tête, non pas comme des blessures, mais comme des preuves. Elle avait avoué ouvertement ce que j'avais toujours suspecté. Je n'avais pas besoin qu'elle en dise plus. Je n'avais pas besoin de sa bénédiction. En entrant dans l'ascenseur, le dossier pressé contre ma poitrine, une seule phrase m'accompagnait comme une armure. Je n'ai pas besoin de pardon. J'ai seulement besoin de liberté. La première page du Denver Post me fixait depuis l'écran de la salle de conférence de l'Oralie. Fils adoptif forcé à un don de foie. Documents médicaux falsifiés sous enquête. Mon nom était en gras en dessous. Orion Slat. Pendant des années, c'était le mot qu'ils avaient essayé d'effacer. Maintenant, il était imprimé assez grand pour que toute la ville le lise. Laura s'est adossée dans son bureau aux parois de verre, le bourdonnement du trafic du centre-ville étouffé au-delà. C'est sorti, a-t-elle dit simplement, comme pour nommer l'évidence. J'ai fait défiler article après article, chaque titre plus retentissant que le précédent. Boulder Daily, hôpital sous le feu des critiques pour violations éthiques. Channel 7 News, procuration falsifiée liée à la famille Slat. Même les blogs locaux reprenaient l'histoire, des images du podium clignotant en dessous. Un email est arrivé. Objet, conseil d'éthique, action immédiate. Je l'ai ouvert. Mon pouls était stable. Une enquête interne a été ouverte. La procuration falsifiée a été transférée au service juridique. Toutes les parties concernées seront interrogées sous serment. Le sceau de l'hôpital se trouvait au bas du message, formel et indiscutable. Laura m'a jeté un coup d'œil. Tu as créé un précédent. Une fois que c'est dans le dossier, ça ne peut plus être déformé. Ils ne peuvent plus réécrire ça. Pendant ce temps, les retombées se propageaient dans la famille. Camilla s'était fait admettre dans l'hôpital même qu'elle avait tenté d'utiliser comme une arme, invoquant le stress et la pression publique. Bennett était devenu silencieux, son absence plus éloquente que ses leçons de morale. Les réseaux sociaux de Vespé, autrefois remplis de pitié et de prières, se sont tus. Pas de nouvelles photos, pas de déclarations, juste le silence. Dehors, dans le hall, les photographes s'entassaient à l'entrée de l'hôpital, leurs flashs rebondissant sur les vitres. Pour la première fois, je n'ai pas scié. J'ai regardé droit à travers la fenêtre du bureau et dans leur tempête. La lumière ne me semblait plus une menace. Elle me semblait être une révélation. La vérité amplifiée. Plus tard dans l'après-midi, un coursier m'a livré directement une enveloppe blanche. Le papier à l'intérieur était impeccable, le cachet du tribunal de district de Denver lourd dans le coin. En haut, en lettres noires, les mots que j'avais portés et pour lesquels je m'étais battu. Confirmation légale du nom, Orion Slat. Je l'ai tenu entre mes doigts, sentant son poids. Pendant si longtemps, ils avaient essayé de me convaincre que j'étais une erreur. Maintenant, la loi elle-même disait le contraire. J'ai plié le papier soigneusement, l'ai glissé dans l'enveloppe et j'ai chuchoté à voix basse, c'est le début de la fin. Le palais de justice sentait le bois poli et l'encre, un endroit où les choses étaient écrites pour durer. Ce matin-là, je me tenais au bureau du greffier, un stylo à la main, signant la confirmation finale. Mon nom s'étalait sur la ligne, Orion Slat. Aucune hésitation, aucune modification. Le même nom qu'ils avaient autrefois qualifié de sans valeur était maintenant documenté, permanent, le mien. Le greffier a tamponné la page, l'a glissé dans un dossier et a hoché la tête. C'était fait. L'après-midi, je me suis retrouvé à Boulder dans un petit café niché entre des librairies. Les Flatirons se découpaient sur l'horizon derrière la fenêtre, déchiquetés et forts. J'ai commandé un café noir, je me suis assis près de la vitre et j'ai ouvert une autre enveloppe.
À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une écriture inégale. J'ai 17 ans. Je vis en Arizona. J'ai vu ton histoire en ligne. Mes parents n'arrêtent pas de me dire que je dois donner mon rein à mon frère. Je ne savais pas que je pouvais dire non jusqu'à ce que je lise ton histoire. Merci de prouver que c'est possible. Les mots m'ont secoué plus que n'importe quel titre de journal. Ma gorge s'est serrée, non pas de chagrin, mais de reconnaissance. J'ai plié la lettre, l'ai glissée soigneusement dans mon sac. Elle n'avait pas sa place dans le dossier d'épreuve. Elle avait sa place ailleurs. De retour dans mon appartement ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir où j'avais autrefois gardé chaque reçu, chaque déclaration sous serment et chaque photographie. Je les ai déplacés dans une boîte étiquetée, dossier, et j'ai créé un nouveau tiroir. J'y ai placé la lettre, ainsi que le Polaroid qu'Olivia avait conservé et les petits bouts de papier qui avaient autrefois été des appels à l'aide. J'ai étiqueté ce tiroir, souvenir. Ce n'était plus des munitions. C'était de la mémoire, la preuve, non pas de la guerre, mais de la survie. Assis au bureau, j'ai chuchoté pour moi-même, il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de liberté. Je n'ai pas besoin de leur pardon. Je n'ai plus besoin de m'expliquer. Le silence qui a suivi était chaleureux, pas lourd. Dehors, le soleil déclinait, peignant les montagnes d'or et d'ombre. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme quelqu'un en orbite autour de la gravité d'une autre personne. Je me sentais comme un corps à part entière, engagé sur son propre chemin. J'ai fermé le tiroir doucement. Mon nom résonnait dans ma tête, stable et final. Orion Slat. Imparfait, non désiré, non apparenté, et pourtant le mien. Le silence avait autrefois été ma prison. Maintenant, c'était mon choix. Et dans ce choix, j'ai trouvé la seule victoire qui comptait. Je m'étais défini moi-même. Pendant des semaines, le bruit avait été constant, journalistes appelant, avocats, étrangers qui m'encerclaient, m'envoyant des messages à la fois intimes et intrusifs. Lorsque la confirmation judiciaire de mon nom est arrivée, j'ai pensé que c'était la dernière page. Mais les histoires ne se terminent jamais aussi nettement que des dossiers dans une armoire. Des fils lâches persistent, attendant d'être noués. Le premier était l'hôpital lui-même. L'enquête du conseil d'éthique avait nommé Camilla, mais la procuration falsifiée n'était pas apparue de nulle part. Un greffier l'avait tamponnée. Un membre du personnel l'avait soumise. Dans le bureau de Laura, sous l'éblouissement de la lumière fluorescente, j'ai relu le rapport. Un administrateur de niveau intermédiaire avait laissé passer le document, invoquant l'urgence familiale et des relations antérieures. Népotisme et négligence entremêlés. Mes parents n'avaient pas agi seuls. Ils avaient été favorisés. Je me suis assis avec Laura, la regardant souligner phrase après phrase avec son stylo rouge. Si tu veux tourner la page, a-t-elle dit, tu devras décider. Les poursuivre tous ou laisser le système s'en charger. J'ai pensé à l'infirmière qui avait chuchoté dans le couloir ce jour-là, me disant que je n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit contre ma volonté. J'ai pensé aux gardes qui avaient rédigé un rapport sur l'éclat de Camilla. Tout le monde dans cet endroit n'était pas complice. Certains avaient essayé de me protéger discrètement. Pour eux, j'ai choisi de laisser le système s'occuper du reste. La deuxième lacune était Vespé. Elle avait avoué dans le jardin, mais son silence par la suite me rongeait. Avait-elle dit la vérité parce qu'elle voulait aussi la liberté, ou parce qu'elle voulait avoir le dernier mot entre nous? Un soir, en passant devant l'hôpital sur le chemin du retour, j'ai vu sa fenêtre faiblement éclairée contre le crépuscule. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas appelé. Certaines frontières n'ont pas besoin d'être à nouveau franchies. La vérité qu'elle avait dite était suffisante. Je l'ai écrite, j'ai signé la note et je l'ai classée non pas comme une preuve, non pas comme un souvenir, mais comme un chapitre clos. Le dernier trou était en moi. Pendant si longtemps, j'avais vécu sur le qui-vive. Chaque papier sauvegardé, chaque mot enregistré, chaque silence affiné en armure. La liberté était plus difficile que je ne l'imaginais. Cela signifiait se réveiller sans vérifier mon téléphone à la recherche de menaces. Cela signifiait prendre le petit déjeuner sans planifier comment me défendre. Cela signifiait apprendre à être quelqu'un au-delà d'un dossier. Une nuit, de retour dans mon appartement, j'ai sorti la boîte étiquetée « Dossier ». Je l'ai ouverte, j'ai passé en revue la déclaration sous serment tamponnée, les photographies, les impressions des registres. Chaque page portait un poids, mais plus sur moi.
J'ai scellé la boîte avec du ruban adhésif, j'ai écrit la date sur le dessus et je l'ai glissé au fond du placard. Puis j'ai ouvert le plus petit tiroir étiqueté « Souvenir » et j'ai touché la lettre d'Arizona, le Polaroid, le mot du lycée. Ce tiroir est resté ouvert, laissant respirer la lumière. Quand je suis finalement sorti sur mon balcon, la ville s'étendait en dessous. Denver, la nuit scintillait de phares et de néons, des gens se déplaçant dans leurs propres orbites. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression que la mienne était brisée. J'avais été leur silence, leur bouc émissaire, leur assurance. Maintenant, j'étais simplement moi-même. Les lacunes avaient été comblées, non pas par la vengeance, mais par le refus de porter leur poids plus longtemps. L'hôpital répondrait à l'État. Mes parents répondraient à leur absence. Ma sœur répondrait à sa propre conscience, et moi, je ne répondrais plus à aucun d'entre eux. J'ai chuchoté dans le noir comme pour laisser une dernière note au vide dans lequel ils avaient autrefois tenté de m'emprisonner. Mon nom est Orion Slat. C'est toute l'histoire, et c'est suffisant. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, il est presque impossible de croire que j'y ai survécu. Pendant des années, on m'a dit que le silence était la survie. On m'a dit que la famille était inconditionnelle, mais en pratique, c'était un contrat écrit à l'encre invisible, des termes que je n'avais jamais acceptés, des attentes que je n'avais jamais eu la chance de contester. Ils ont déchiré mes dossiers. Ils m'ont crié dessus. Ils m'ont traité d'erreur égoïste. Ils m'ont traîné vers une salle d'opération comme si je n'étais rien de plus que des pièces de rechange. Et pendant tout ce temps, ils savaient déjà la vérité. Je n'aurais jamais pu la sauver. Ni biologiquement, ni médicalement. Mon corps n'était pas à eux. Et pourtant, ils ont essayé quand même. Les 6 mots que le médecin a prononcés, « Vous n'êtes pas biologiquement apparentés », ont été la coupure la plus nette, mais aussi la plus propre. Ils ont sectionné le dernier lien qui me liait à une vie de culpabilité, de manipulation et de contrôle. Ma mère s'est effondrée. Mon père s'est figé. Ma sœur a souri narquoisement. Et à ce moment précis, j'ai réalisé que la cage avait toujours été déverrouillée. Il me fallait seulement le courage d'en sortir. Je n'ai pas choisi cette histoire, mais j'ai choisi quoi en faire. J'ai choisi de rassembler des preuves au lieu d'élever la voix. J'ai choisi des déclarations sous serment et des horodatage plutôt que des disputes hurlantes. J'ai choisi d'affronter l'humiliation publique et de la transformer en vérité documentée. Chaque signature, chaque registre, chaque photographie est devenue une arme plus tranchante que n'importe quelle insulte lancée à mon encontre. Et à la fin, c'est ce qui m'a sauvé. Pas la vengeance, pas le pardon, mais la clarté. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon parcours, c'est celle-ci, le silence peut être un bouclier, mais il peut aussi devenir une prison si vous ne décidez jamais de le poser. Prendre la parole ne signifie pas toujours crier. Parfois, c'est un email transféré, un document signé, un mémo vocal enregistré au milieu de la nuit. Parfois, c'est dire non sans expliquer pourquoi. Votre histoire n'a pas besoin d'être écrite de leur écriture. Vous êtes autorisé à écrire la vôtre. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez portent peut-être vos propres cicatrices invisibles. Peut-être que votre famille a utilisé la culpabilité comme monnaie d'échange. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez une erreur, un fardeau, une déception. Peut-être avez-vous ressenti le poids écrasant d'être effacé par les personnes mêmes qui auraient dû vous protéger. Je veux que vous m'entendiez quand je dis que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas une erreur. Et vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier juste pour être aimé. Si mon histoire résonne en vous, qu'elle soit plus qu'un simple divertissement. Qu'elle soit un rappel que les limites ne sont pas des trahisons, que les documents, la vérité et le respect de soi sont plus forts que la manipulation. Que vous n'avez pas à saigner pour prouver votre valeur. Avant de partir, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi. Laissez un simple « salut » dans les commentaires ou faites-moi savoir d'où vous regardez. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez de savoir que ces mots atteignent quelqu'un au-delà de cet écran. Parce que la connexion, la vraie, construite sur l'honnêteté, pas sur le contrôle, est ce qui rend le fardeau plus léger. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à cette chaîne. Non seulement pour moi, mais pour les innombrables voix qui méritent d'être entendues. Chaque clic, chaque partage, chaque petit signe de soutien aide des histoires comme la mienne à se libérer du silence qui nous a autrefois étouffés. Lorsque vous vous abonnez, vous ne suivez pas seulement une chaîne. Vous rejoignez une communauté où la vérité compte, où la douleur est reconnue et où la guérison est possible. Mon nom est Orion Slat.
Ce nom est le mien parce que je me suis battu pour le garder, pas parce qu'il m'a été donné. Je n'ai pas besoin de vengeance. Je n'ai même pas besoin de pardon. Ce dont j'avais besoin, et ce que j'ai finalement revendiqué, c'était la liberté. Et maintenant, je peux dire, avec tout le poids de l'expérience vécue derrière moi, que la liberté vaut chaque cicatrice. Alors, si vous avez déjà été réduit au silence, si vous vous êtes déjà senti effacé, que mon histoire soit la preuve que vous pouvez sortir de cette ombre. Vous pouvez déposer la culpabilité qui n'a jamais été la vôtre à porter. Et vous pouvez choisir aujourd'hui de commencer à écrire votre histoire avec vos propres mots. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Et surtout, merci de me rappeler que, peu importe à quel point le silence a été cruel, lorsque la vérité parle enfin, elle résonne plus loin que n'importe quel mensonge.